Bienvenue dans notre tout premier podcast Le Travail Autrement. Dans cette émission, nous allons traiter le bien-être au travail au sein des entreprises aujourd'hui. Quelle est sa place? Vu le nombre croissant des personnes en maladie de longue durée et le nombre élevé de turnover au sein des entreprises, le bien-être au travail n'est plus un choix, c'est une nécessité afin d'assurer la pérennité, la compétitivité et la responsabilité sociale des organisations, surtout dans le contexte actuel où les enjeux humains sont au centre des préoccupations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre première émission un avocat spécialisé en droit du travail et droit public. Il est également médiateur agréé en droit social et rédacteur en chef du journal des tribunaux du travail. C'est une des revues de référence en droit social. Bonjour Maître Joassar. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce premier podcast. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me définir un peu ce que recouvre concrètement la notion du bien-être au travail dans le cadre légal belge? Alors, le bien-être au travail est en réalité régi par le Code du bien-être au travail, qui ne va pas donner de définition exacte de la notion de bien-être au travail, probablement parce que l'objectif du législateur a été justement de garder une définition très large et évolutive dans le temps du bien-être au travail, mais on peut pointer en fonction des chapitres du code, les règles en matière de sécurité, en matière d'hygiène, et évidemment les règles en matière de charges psychosociales qui prennent, disons, au fil des années une ampleur croissante. Et est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions qui peuvent être mises au sein des entreprises qui sont actuellement d'ailleurs aujourd'hui appliquées? Alors, les entreprises ont en réalité beaucoup d'obligations en matière de bien-être au travail. Ce que peu savent, c'est que chaque entreprise doit réaliser une analyse globale des risques. Donc, dès que vous occupez un travailleur, vous devez en réalité faire une forme de presque d'audit de la situation de l'entreprise en termes de santé et de sécurité au travail. Donc ça implique évidemment les questions de santé et de sécurité telles qu'on les imagine, mais aussi les questions de charges psychosociales, donc de harcèlement, de prévention des risques psychosociaux au travail. Donc c'est la première obligation. Ensuite, l'entreprise doit vraiment littéralement veiller à prendre les mesures appropriées, c'est ce que dit le Code du bien-être au travail, en matière de bien-être. Et donc, les juridictions vont contrôler le respect de ces obligations, et ça peut mener à des actions judiciaires, à des poursuites judiciaires si un employeur ne respecte pas cette obligation très générale et très vague de bien-être au travail. Ok. Et est-ce que tout ce qui est par exemple burn-out, gestion de stress, donc au-delà de l'harcèlement qui peut se passer, harcèlement moral ou autre, est-ce que il y a aussi des choses qui sont prévues légalement pour tout ce qui est prévention de burn-out, de stress, la surcharge de travail aussi? Qu'est-ce qu'il en est par rapport? Tout à fait. Donc le législateur a voulu justement élargir la notion il y a maintenant une dizaine d'années en définissant ou en ayant une approche large de la charge psychosociale au travail qui ne se résume pas à des questions de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Donc il peut y avoir une charge psychosociale liée par exemple à une charge de travail trop importante, à des délais de remise de travaux trop contraignants qui peuvent effectivement alors mener à une charge psychosociale qui cause un burn-out, qui cause une incapacité de travail. Et est-ce que cette prévention-là, elle se fait aussi que quand la personne revient de maladie de longue durée, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour encadrer ces personnes-là qui reviennent d'une maladie de longue durée ou même, par exemple, de maternité? Parce que prenons le cas, par exemple, d'une maman qui vient d'accoucher, après 3 mois et demi, 4 mois, elle reprend le travail, bébé va pas faire ses nuits parce que maman reprend le travail. Donc elle reprend, elle est fatiguée, elle est épuisée, que ce soit émotionnellement ou physiquement et mentalement. Et parfois, les managers leur donnent la même charge de travail avant leur congé de maternité. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Est-ce qu'il y a de la prévention ou est-ce que non, c'est laissé aux aléas des managers? Alors, il y a en fait deux éléments de réponse. Le premier, c'est que il y a effectivement des obligations dans le chef des employeurs dans le cadre de la réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Okay. Donc, je ne vais pas les détailler ici parce qu'elles sont nombreuses et elles varient en fonction de la longueur de l'incapacité et des procédures qui ont été mises en œuvre, notamment ce qu'on appelle des trajets de réintégration. Okay. Mais donc effectivement, les employeurs
ont des obligations de collaboration en quelque sorte, ou en collaboration avec les médecins du travail, ce qu'on appelle les conseillers en prévention spécialisés, donc médecins du travail. Et donc, l'employeur a des obligations lorsqu'il y a une réintégration d'un collaborateur. C'est un premier volet. Par rapport à la travailleuse enceinte, en tant que telle, formellement, il n'y a pas d'obligation, disons par exemple, de limitation de la charge de travail sous l'angle du bien-être au travail, mais il peut y avoir, disons, des questions et des discussions par rapport à une éventuelle discrimination fondée sur le genre, puisque évidemment, seules les femmes sont enceintes et donc sont dans cette situation. La législation précise d'ailleurs qu'une différence de traitement fondée sur la grossesse est une discrimination potentielle, disons, liée au genre. Et donc, il peut y avoir là des demandes d'aménagement sollicitées dans le cadre d'une éventuelle discrimination fondée sur le genre ou sous l'angle des responsabilités familiales, puisqu'un travailleur peut effectivement se plaindre d'être, entre guillemets, traité différemment en raison de ses responsabilités familiales, ou à l'inverse, d'être traité de manière identique par rapport à des situations qui sont en réalité différentes, et donc solliciter en quelque sorte une forme d'aménagement de son travail. Et est-ce que l'employeur, il a le droit de refuser ces aménagements? Tout dépend en réalité du caractère justifiable de la différence de traitement. Donc, on n'est pas là dans une science exacte. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu. Alors concrètement, la Belgique connaît, là je parle évidemment de l'angle de la travailleuse enceinte qui revient, un institut fédéral pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui peut justement appuyer les demandes de travailleuses qui s'estimeraient victimes de discrimination. Ok. Et c'est prévu aussi dans d'autres cas, par exemple une personne qui a eu un cancer et qui revient, est-ce que lui aussi, cette personne-là a droit aussi à des aménagements, et pas que la personne qui a eu le cancer, mais d'autres, par exemple, je pense aussi, j'ai une amie par exemple qui a une insuffisance rénale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour réintégrer ce genre de personnes? Alors, parce qu'elles sont désireuses, il y en a beaucoup qui sont désireuses de reprendre le travail, mais que parfois ils se heurtent à un mur parce qu'il n'y a pas d'aménagement de travail et elles ne savent même pas où elles peuvent demander, donc, ou se plaindre déjà, où elles peuvent demander ces aménagements, et est-ce que l'employeur, il a le droit de refuser ou non? Alors, à nouveau, il y a en fait deux manières, en quelque sorte, de solliciter un tel aménagement. D'une part, le travailleur peut solliciter une visite de santé ou solliciter un trajet de réintégration auprès du médecin du travail. Okay. Dans ce cadre-là, il y a des recommandations de santé qui peuvent, dans certains cas, s'imposer à l'employeur. Donc l'employeur a l'obligation alors de respecter ces mesures, ces recommandations de santé. C'est une première réponse. Donc s'adresser, solliciter auprès du médecin du travail une visite médicale qui pourrait aboutir à des demandes d'aménagement du poste de travail. Deuxième possibilité, par rapport à une personne qui a une affection de longue durée, cela peut être considéré juridiquement comme un handicap. Et s'il s'agit d'un handicap, l'employeur a une obligation d'aménagement raisonnable, c'est-à-dire que l'employeur a l'obligation de fournir un aménagement du poste de travail, voire éventuellement même une autre fonction pour permettre à une personne qualifiée juridiquement d'handicapée, même si la notion est plus large que celle qu'on utilise habituellement, d'être épanoui sur son lieu de travail. Mais donc, il ne peut pas leur refuser de l'accueillir, de le reprendre à son poste de travail. Pour autant qu'il s'agisse d'un aménagement raisonnable. Donc, la question va être, est-ce que l'aménagement qui est sollicité, éventuellement avec l'appui du médecin du travail, est raisonnable ou pas? Et donc là, il y a une appréciation qui est faite vraiment, s'il y a vraiment un conflit important par les juridictions du travail qui vont alors trancher quant au caractère raisonnable ou non de l'aménagement qui est sollicité. Si un travailleur s'estime victime d'une discrimination, donc victime d'un refus d'aménagement raisonnable, il peut alors s'adresser à UNIA, qui peut appuyer cette demande, et la plupart du temps cherche en réalité une solution, disons, consensuelle avec l'employeur, et à défaut peut mener à des procédures judiciaires qui contraignent l'employeur à mettre en place tel ou tel aménagement raisonnable.
Ok, merci. Et avec la pandémie, est-ce qu'on a assisté à une évolution dans la perception et la mise en œuvre du bien-être au travail ou c'est resté statu quo? Non, je pense qu'il y a eu une évolution par rapport à la déconnexion numérique. Fatalement, les travailleurs qui ont été confrontés à du télétravail à 100%, ben, ont pour certains d'entre eux, je pense qu'ils sont nombreux, vécu difficilement cette absence de césure claire entre le moment du travail et le moment de la vie privée, puisque tout se faisait au même lieu. Donc on a mis en place un droit à la déconnexion, même si il n'est pas nécessairement systématiquement appliqué par les employeurs, mais donc il y a un droit à la déconnexion qui est prévu, et je pense quand même que ce qu'on constate, c'est une augmentation de troubles liés effectivement disons, à une charge psychosociale ou à une situation d'isolement ou de consultation presque permanente d'écran et de sollicitation de la part de son employeur. Ok. Pourtant, quand, par exemple, je donne cours au sein des entreprises, parfois on me renvoie que leurs employeurs décident de diminuer le nombre de jours de TT, donc télétravail, et ces personnes-là le vivent un peu mal parce que quelque part, ils avaient un certain confort, ils épargnent le temps de trajet, donc, et puis d'autres choses aussi. Et donc, ils avaient une meilleure qualité de vie. Donc, d'un côté, on a tout ce que les conséquences négatives a donné le télétravail, mais en même temps, on sent au sein des entreprises auprès du personnel, qui sont quand même demandeurs de garder quand même un certain nombre de jours de télétravail. Est-ce que au niveau législatif, il existe un nombre légal que les employeurs doivent octroyer à ces employés? Non, en fait, en matière de télétravail, les partenaires sociaux ont prévu, au contraire, une très grande flexibilité dans le choix opéré par l'employeur en concertation avec les travailleurs. Il n'y a pas un travailleur, sauf s'il est sous le coup, entre guillemets, d'une recommandation de santé, ne peut pas imposer un télétravail. Mais il arrive fréquemment que des médecins du travail impose à l'employeur, dans le cadre de recommandations de santé, le recours à un télétravail total ou partiel. Ok, merci. Et quels sont les défis majeurs que rencontrent les entreprises en Belgique pour garantir un bon niveau de bien-être au travail? Ce qui, je dois dire, est très compliqué pour les employeurs, c'est qu'ils sont justement confrontés à beaucoup de recommandations de santé venant de médecins du travail qui ont en quelque sorte entendu évidemment les souhaits et les difficultés venant des travailleurs, mais n'ont pas spécialement une connaissance de ce qui est comment dire possible au niveau des entreprises. On constate, en tout cas dans ma pratique, souvent un sentiment d'incompréhension des décisions, des recommandations de santé émanant de médecins du travail, et n'adhérant pas en quelque sorte aux recommandations, mène parfois à des situations de blocage dans lesquelles un travailleur souhaite revenir en service moyennant respect des recommandations qui ont été fournies par le médecin du travail, et un employeur qui estime qu'en réalité ces recommandations sont tout simplement impossibles à réaliser. Or, juridiquement, l'employeur peut effectivement refuser des aménagements dans le cadre ici spécifiquement d'un trajet de réintégration s'il estime, ou s'il démontre en tout cas, qu'il est techniquement ou objectivement impossible de mettre en place les aménagements de poste de travail ou les changements de fonction qui sont imposés. Et ce qui est dommage, c'est que sur la base d'un souhait commun d'arriver à remettre des travailleurs en incapacité de longue durée au travail, les mesures qui actuellement existent au niveau législatif amènent plutôt à des conflits entre les travailleurs et les employeurs qu'un réel dialogue. Là où je pense qu'il y aurait lieu de prévoir peut-être une plus grande concertation entre le médecin du travail et les employeurs quant aux aménagements possibles, avant de prendre des recommandations de santé qui sont vécues par les employeurs comme quelque chose qui leur est imposé sans possibilité de dialogue en quelque sorte. Et est-ce que vous avez un exemple comme ça d'une source de conflit entre l'employé et l'employeur? Oui, bien sûr. Le cas d'un employeur qui reçoit une recommandation de santé
dans laquelle on lui indique que son travailleur ne peut plus travailler avec les bras au-dessus des épaules. Okay. Ce qui est quand même particulièrement flou et difficile à combiner avec un travail qui était un travail de magasinier. Concrètement, la solution qui a d'ailleurs été apportée, puisque j'étais l'avocat de l'employeur, a consisté à demander au médecin de venir constater sur place, en réalité, l'aménagement, enfin, les fonctions qui étaient existantes, puisque, en réalité, la fonction de magasinier ne permettait pas techniquement de respecter cette exigence de santé, et il n'y avait pas d'autres fonctions disponibles. Un exemple un peu caricatural, mais qui arrive fréquemment, notamment dans les institutions publiques, c'est que beaucoup de recommandations portent sur une absence totale de travail physique pour des personnes qui, initialement, sont dans des contrats qui sont plutôt manuels, plutôt des contrats d'ouvriers, ce qui faisait dire à un employeur public que ils avaient un poste à la réception, mais ils n'en avaient pas 20, et que malheureusement, les recommandations de santé les contraignaient presque à mettre tout le monde à la réception, puisqu'il n'y avait pas d'autres fonctions, disons, non intellectuelles, et qui en même temps nécessitaient pas de port de charge. Et à nouveau, on est dans une situation dans laquelle il y a un désarroi de part et d'autre, c'est-à-dire que le travailleur vit quand même difficilement le fait que, désireux de revenir, on lui ferme la porte de l'entreprise, et de l'autre, l'employeur qui estime qu'il n'est pas en quelque sorte taillable et corvéable en fonction des recommandations de santé qui sont vécues souvent comme une sorte d'oracle peu compréhensible par les employeurs. Et il y a vraiment un sentiment, puisque dans ma pratique, je conseille autant des travailleurs que des employeurs, un sentiment de mauvaise compréhension mutuelle dans ces contextes de retour au travail. Et que quand il n'y a pas la possibilité d'accueillir la personne à son poste ou même de lui proposer une autre fonction, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que la personne reçoit son C4 médical? Et donc, qui paye les indemnités? Qu'est-ce qui s'ensuit tant pour l'employeur que pour l'employé? Oui. En réalité, il y a deux procédures différentes désormais depuis 2022. Okay. Un travailleur ou l'employeur peuvent demander ce qu'on appelle un trajet de réintégration. Ce trajet de réintégration est donc une manière de faire revenir le travailleur à l'emploi. Mais si l'employeur estime qu'il est techniquement ou objectivement impossible de fournir une nouvelle fonction ou une fonction adaptée, le trajet de réintégration prend fin, c'est-à-dire que le travailleur ne revient pas, mais il n'y a pas de conséquences sur le contrat de travail. Donc le contrat de travail continue à exister, le travailleur est en incapacité. Il y a une autre procédure qu'on appelle la procédure dite d'article 34, puisqu'elle est prévue dans l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978, et qui est ce qu'on appelle aussi la force majeure médicale. Dans ce cas-là, c'est une procédure qui peut être initiée par l'employeur après 9 mois d'incapacité ininterrompue. Et dans ce cas-là, moyennant constat médical du fait que le travailleur est définitivement inapte à exercer sa fonction ainsi que toute autre fonction dans l'entreprise, l'employeur peut mettre un terme au contrat de travail sans préavis d'indemnité. Donc dans ce cas-là, il y a une rupture du contrat sans que le travailleur ne soit indemnisé. Mais le travailleur continue à un droit, soit aux allocations mutuelles, soit aux allocations de chômage si il n'est plus en incapacité de travail. Et dans le premier cas que vous avez cité, donc il n'y a pas de rupture de contrat, mais la personne ne reprend pas son travail. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire la personne reste sur l'INAMU, mais l'employeur, est-ce qu'il peut engager quelqu'un d'autre à la place, ou est-ce qu'il est obligé de laisser le contrat courir? Et jusqu'à quel moment, en fait, on laisse le contrat courir comme ça sans que la personne vienne prester? C'est un des grands problèmes. C'est vrai que des employeurs, évidemment, constatent qu'un travailleur est en incapacité pendant plusieurs années. Souvent, ils le remplacent, ne fût-ce que par un contrat de remplacement qui, éventuellement, au-delà de 2 ans, devient un contrat à durée indéterminée. Et puis, ils se retrouvent confrontés avec 2 personnes à la même fonction, dans la même fonction. Et donc, dans ce cas-là, en réalité, l'employeur peut, en quelque sorte, décider de licencier le travailleur en incapacité de travail, mais ça lui impose d'abord de lui payer une indemnité de préavis, puisque le travailleur, il pourrait lui notifier un préavis à prester, mais le préavis à prester est suspendu par l'incapacité de travail, donc il n'y a pas vraiment d'autre solution que de lui payer une indemnité de préavis, sauf à passer par l'article 34 et donc par cette force majeure médicale. Mais en plus de l'indemnité
compensatoire de préavis, l'employeur prend le risque de se voir poursuivre pour discrimination fondée sur l'état de santé ou sur le handicap. Et un travailleur qui estime qu'en réalité on le licencie parce qu'il est en incapacité de travail peut réclamer une indemnité équivalente à 6 mois de son salaire. Même s'il y a eu la procédure qui avait été lancée de la réintégration et qu'il y a eu le constat que c'était pas possible de continuer, l'employeur est quand même sanctionné s'il décide de... Oui, parce qu'en réalité, le travailleur va évidemment contester le fait qu'il était techniquement ou objectivement impossible de le réintégrer. Donc il va dire, vous auriez dû me réintégrer. Ce refus de réintégration est une forme de discrimination, voire un refus d'aménagement raisonnable en fonction de mon handicap. Et donc j'estime avoir été victime de discrimination et donc je réclame l'indemnité. Vous pourriez d'ailleurs, le travailleur qui n'est pas réintégré mais qui n'est pas licencié pourrait lui-même, et ça arrive, réclamer 6 mois pour un refus d'aménagement raisonnable. Ok. Et alors, quelles sont les sanctions du coup et les conséquences légales que peuvent découler d'un manquement à leurs obligations, en matière de bien-être? Est-ce que c'est pénal, c'est civil, c'est uniquement en droit du travail? Qu'est-ce qui en découle? Il y a beaucoup de sanctions potentielles. Bon, la plus lourde qui malheureusement arrive, c'est que un travailleur soit victime d'un accident de travail mortel pour un défaut de sécurité ou malheureusement ça arrive, se suicide en raison d'une charge psychosociale ou du fait d'harcèlement. Dans ces deux cas, il arrive qu'un employeur soit poursuivi devant le tribunal correctionnel pour une sanction pénale. Ce sont des dossiers toujours très lourds parce que l'employeur est poursuivi pour des infractions par rapport au code du bien-être au travail, mais évidemment aussi pour homicide involontaire par défaut de prévoyance. Or, il a beau être involontaire, un homicide reste être responsable de la mort de quelqu'un, ce qui est extrêmement dur à vivre, surtout pour des employeurs qui, initialement, évidemment, ne sont pas, des délinquants, qui sont poursuivis en correctionnel comme le seraient des délinquants de droit commun pour, par ailleurs, un homicide. Donc c'est la première possibilité qui est rarement utilisée, mais qui est quand même très souvent utilisée lorsqu'il y a un décès. À côté de ces situations tragiques, il peut arriver évidemment qu'il y ait un contentieux plutôt devant les juridictions du travail par des travailleurs qui estiment avoir fait l'objet de faits d'harcèlement moral ou sexuel ou qui estiment que l'employeur n'a pas mis en place les règles, disons, ou les dispositions nécessaires pour veiller au bien-être. Et à ce sujet, il y a une décision de la Cour du travail de Bruxelles qui date d'il y a maintenant 2 ans, qui est assez intéressante, puisque il s'agissait d'une entreprise dans laquelle il y avait plusieurs faits d'harcèlement sexuel répétés. Et la Cour du travail de Bruxelles a considéré que le fait de ne pas mettre en place une politique suffisamment protectrice des femmes en matière d'harcèlement sexuel est en réalité une discrimination fondée sur le genre. Il a donc condamné l'employeur parce qu'ils avaient en quelque sorte, enfin pas en quelque sorte, parce qu'ils avaient discriminé les femmes en ne mettant pas en œuvre une politique du bien-être incluant une réelle protection en matière d'harcèlement sexuel. Du coup, moi, je me pose aussi une autre question, parce que souvent, les employeurs, en tout cas pour certaines entreprises, on arrive parfois à un nombre d'employés élevé, donc les employeurs, ils engagent des managers. Et si parfois c'est le manager qui est responsable du suicide de la personne ou d'harcèlement sexuel ou moral, est-ce que c'est le manager qui est poursuivi ou l'employeur, donc celui à qui appartient l'entreprise? Est-ce que la loi fait la part des choses, surtout si on arrive à prouver que c'est les managers et non l'employeur? Les deux sont poursuivis. Alors, l'employeur est alors considéré comme la personne morale. La plupart du temps, l'employeur est la personne morale, la société qui est poursuivie, notamment en correctionnel, lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire, mais également la personne qui se serait rendue coupable des faits. Donc les deux sont poursuivis. C'est la même chose dans les tribunaux du travail. Là, le travailleur a le choix. Il peut poursuivre soit de l'auteur des faits d'harcèlement, qui est souvent une personne physique, il réclamait à cette personne physique 6 mois d'indemnité de son salaire. Il peut autant le réclamer à l'employeur en tant que civilement responsable de cet auteur des faits, ou il peut attaquer les deux. Ok. J'aimerais aussi savoir un peu quel rôle jouent les partenaires sociaux comme les syndicats, les comités d'entreprise dans la promotion du bien-être, donc notamment aussi les personnes de confiance. Qu'est-ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui?
En réalité, dans le système social belge, on a créé, à partir de 50 travailleurs, les comités pour la prévention et la protection du travail, les CPPT. Ces CPPT ont justement vraiment, comme leur nom l'indique, vocation à veiller à la santé, à la sécurité des travailleurs. Alors, ils n'ont pas de rôle dans les dossiers individuels, ils vont pas se prononcer sur la situation individuelle d'un travailleur, mais ils vont être consultés lors de la mise en place des règles générales de sécurité et de prévention des risques. Donc, c'est vraiment l'organe compétent pour cette concertation sociale, disons, en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, mais sans avoir d'impact, entre guillemets, au niveau vraiment des décisions ou des dossiers individuels. Par contre, effectivement, vous évoquez la situation des personnes de confiance. Donc, un employeur a, dès le départ, si vous permettez l'expression, dès qu'il engage, une obligation d'avoir des conseillers en prévention, enfin un ou des conseillers en prévention. Et au-delà d'un certain seuil, en principe 50 avec des dérogations, il doit effectivement désigner des personnes de confiance. Mais ces deux catégories professionnelles, disons, ont un rôle assez différent. Le conseiller en prévention a des obligations très nettes. Ce sont des personnes spécialisées, formées évidemment pour la prévention des risques. Les personnes de confiance ont un rôle, entre guillemets, plus à la base, donc plus à la proximité des travailleurs, puisqu'ils sont, disons, amenés à recueillir les plaintes ou les confidences de travailleurs qui s'estimeraient victimes d'une charge psychosociale. J'en parlais récemment avec une professeure de droit spécialisée en cette matière. On arrivait à la conclusion que le système actuel est quand même peu efficient, notamment par rapport à ces conseillers, à ces personnes de confiance, qui ont un rôle qui est assez peu balisé en réalité dans la législation, là où au Québec, il y a une mise en place d'un rôle qu'ils appellent les sentinelles du bien-être, qui sont des personnes qui ont un rôle beaucoup plus défini et beaucoup plus actif dans leur système, disons, de protection des travailleurs. À l'heure actuelle, les personnes de confiance ont un rôle qui au départ est peu défini, qui devrait en principe être défini par les employeurs, mais qui est quand même relativement rarement fait. Et surtout, beaucoup se posent la question sur l'impartialité de ces personnes-là, des personnes de confiance. Notamment, il y a des personnes qui m'ont témoigné, tant en préparant l'émission que sur le terrain, qu'il y a pas mal de personnes que quand elles osent aller se confier aux personnes de confiance, souvent il y a un C4 qui suit. Et donc, qu'est-ce qui se passe que quand ça se passe comme ça, est-ce qu'ils ont des droits, est-ce qu'ils peuvent se plaindre, comment ils peuvent contester, parce que ça, c'est souvent, c'est quelque temps après leur entrevue avec la personne de confiance. Disons que la personne de confiance a une obligation de confidentialité et ne peut pas communiquer d'informations qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'exercice de sa fonction, et donc la plupart du temps, qui ne serait pas consenti par la personne qui vient s'adresser à la personne de confiance. Ceci étant, je ne vais pas jeter évidemment l'opprobre ni sur les personnes de confiance, ni sur les conseillers en prévention, mais les conseillers en prévention, lorsqu'ils sont saisis d'une plainte, eux ont une obligation d'informer l'employeur de l'existence d'une plainte, donc d'une demande d'intervention psychosociale formelle, donc ce qu'on appelait avant les plaintes pour harcèlement. Même si cela émane du conseil en prévention, il faut bien dire qu'il y a effectivement un nombre considérable de situations dans lesquelles les travailleurs sont très rapidement licenciés après une demande d'intervention psychosociale. Si je devais vous faire une confidence, mais je ne pense pas être le seul à le penser, je pense que le système tel qu'il est pensé actuellement est tout à fait inefficace. Et que là où le travailleur est censé être protégé par une demande d'intervention psychosociale, au contraire, ça accélère le licenciement. Oui. Et ça, je pense qu'il y a la matière réflexion par rapport à l'architecture presque globale de la prévention des risques psychosociaux. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que quand j'entends tant les employeurs que les employés, les deux ne ressentent pas de confiance l'un envers l'autre, et notamment aussi par rapport à certains médecins de travail, enfin je ne vais pas citer les noms, il y a cette perte de confiance, donc tout le monde reste sur ces
aller sur ses gardes. Mhm. Et du coup, il n'y a pas une réelle construction de liens et de fidélisation de l'employé. Et pareil, on ressent plus un investissement de l'employeur vis-à-vis de ses employés à mettre des choses en place pour le bien-être au travail, puisqu'il se dit, voilà, il va abuser de nouveau de ma confiance, il essaye, voilà, de se mettre lui bien, et moi, du coup, c'est moi encore qui débourse, etc. Donc, on sent vraiment qu'il y a un manque de confiance des deux côtés, Mhm. et même un manque de confiance par rapport à ce qui est mis en place au niveau des personnes de confiance, des CPPT, etc. Et donc, des fois, je me pose la question, est-ce que ça serait pas plus judicieux de faire intervenir une tierce personne au lieu d'une personne de confiance de l'entreprise, mais carrément engager quelqu'un externe qui viendrait, voilà, de temps en temps, faire comme une sorte d'audit, régulièrement venir être à la disposition tant des employés, mais aussi de l'employeur. Voilà, peut-être que l'employeur a aussi envie de déposer certaines choses qu'il constate et avoir les conseils du médecin, de la personne de confiance. Ben tiens, comment selon toi, je pourrais mettre les choses en place, etc. Donc, voilà, ça, c'est une idée, mais je ne sais pas, voilà, qu'est-ce que le gouvernement prévoit, est-ce que la loi aussi? C'est en tout cas un problème de société extrêmement important, puisqu'on a dépassé les 500 000 personnes en invalidité, donc d'incapacité supérieure 625 000 Voilà, personnes. vous êtes C'est plus trop informé. le nombre de demandeurs d'emploi en Belgique, en tout cas. Tout à fait. Et sauf erreur, dans ces personnes en incapacité de longue durée, qui ne contiennent même pas, sauf erreur, les fonctionnaires. Donc, il y a encore un nombre significatif de personnes qui pourraient rentrer, entre guillemets, dans cette catégorie. Les deux grandes causes, disons, d'incapacité sont soit des troubles musculo-squelettiques sur lesquels on a une prise relativement limitée. Malheureusement, certaines professions, effectivement, aboutissent malheureusement à ce type de troubles, mais il y a une partie considérable sur des questions de charge psychosociale. Et je veux dire, c'est coûteux budgétairement, évidemment pour l'État, et c'est évidemment un désastre au niveau autant des travailleurs que des employeurs. Mais le système actuel, je pense que tout le monde est tout à fait conscient qu'il est inefficient. Il y a notamment une obligation, alors là je parle évidemment de faits d'harcèlement tout à fait avérés, mais il y a une obligation de s'adresser prioritairement au conseil en prévention, de faire une demande d'intervention psychosociale formelle, dont on sait qu'elles vont rarement aboutir à quelque chose de réellement constructif, avant de saisir un tribunal du travail, par exemple. Mais ce système ne fonctionne pas. Après, en recréer un autre n'est pas chose évidente, mais personnellement, pour avoir vécu souvent des situations de conflit qui finalement je vais pas dire se résolvent, mais se mettent en suspension du fait d'une incapacité de longue durée, ce que vous évoquez en termes de solutions par un tiers s'appelle souvent la médiation. Je prêche pas pour ma chapelle, je veux dire, il y a d'excellents médiateurs avec qui je travaille fréquemment en tant qu'avocat, qui ont effectivement cette technique, cette méthode qui permet en réalité à un travailleur et à un employeur de reconstruire une solution. Alors cette solution est parfois évidemment une rupture du contrat, il faut pas se leurrer, pas toujours un retour au travail, mais ça peut, et ça arrive, être aussi la co-construction d'une nouvelle fonction qui permette aux travailleurs de s'épanouir, et à l'employeur de récupérer un travailleur qui soit apte à fournir des prestations dans un cadre positif, quoi. Et vous avez régulièrement des médiations dans ce cadre au sein des entreprises où vous intervenez pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et de manière générale, est-ce que vous aboutissez à une bonne solution qui pourrait correspondre aux deux? Oui. Ou est-ce que souvent ça se termine avec un C4? Alors, vous avez deux questions, mais pour moi les deux se combinent en quelque sorte. Le taux de réussite en médiation est à mon avis d'environ 80% par rapport au dossier. Donc c'est bien plus positif même que tous les procédures judiciaires. Avec tout le respect que j'ai pour les tribunaux de travail, ils sont eux-mêmes conscients qu'on arrive à de meilleures, presque toujours meilleures solutions, ou très souvent en tout cas, de meilleures solutions par une médiation. Après, dans ces 80% de réussite, il y a un nombre assez significatif, une majorité très clairement, de dossiers dans lesquels la solution est une rupture, mais qui est une rupture alors acceptée par les deux parties, parce que il n'est pas toujours possible, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit vraiment concrètement dans les dossiers, de rétablir la confiance, quoi. Quand une confiance est érodée, quand il y a eu un conflit, parfois je pense qu'il vaut mieux en réalité que chacun puisse poursuivre sa route. C'est pas pour moi négatif, quoi. C'est pas un échec. Mais
Dans d'autres cas, il y a un retour au travail, il y a une réelle définition d'une nouvelle fonction. Donc les deux sont possibles. Quand vous faites une médiation sociale, il y a toujours ces deux possibilités, la rupture ou le maintien en service, et alors la solution se crée par les parties avec l'aide évidemment du médiateur. Super. Et est-ce que l'employé, il a aussi une responsabilité par rapport à son bien-être au travail? Est-ce que la loi prévoit aussi des obligations par rapport à l'employé? Par rapport à soi-même, assez peu. Il y a une obligation par rapport à ses collègues, bien entendu. Donc chacun est responsable, même pénalement responsable, le cas échéant, du bien-être des autres. Pénalement, s'il y a évidemment des infractions, donc des choses assez graves. Oui, ça j'imagine. Et vous avez un exemple comme ça par rapport aux collègues, en quoi un employé est responsable? J'imagine déjà l'harcèlement moral. Oui, je pense à un accident de chantier, donc c'est d'ailleurs très très difficile. Évidemment, c'est un dossier très difficile dans lequel un ascenseur de chantier avait été en réalité utilisé pendant plusieurs années de manière inadéquate, c'est-à-dire qu'il y avait eu un bypass des règles de sécurité qui permettaient d'utiliser cet ascenseur de manière surchargée, en l'occurrence il y a eu un accident puisque la nacelle s'est décrochée, il y a eu 2 décès et ont été poursuivis, notamment celui qui utilisait la nacelle, qui était par ailleurs le frère et le fils des 2 personnes décédées. Donc il y a des cas dans lesquels des travailleurs sont poursuivis évidemment pour alors en l'occurrence, la question n'est pas de savoir s'il y a condamnation ou pas, mais le simple fait, en l'occurrence il a été fort heureusement acquitté, mais le simple fait d'être poursuivi en correctionnel est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Oui, d'un point de vue psychologique, ça doit être énorme. Et même déjà à la base, comme vous dites, ce sont des personnes de sa famille. Oui. Donc il y a déjà ce poids-là, cette culpabilité-là. Et puis mettre des mots dessus, nommer ça, comme quoi qu'il est responsable. Là, c'est encore. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est mis en place ou on laisse la personne comme ça, elle est juste accusée. Point. À ma connaissance, elle est juste accusée, point, si votre expression. Donc c'est une procédure judiciaire, donc ils sont poursuivis. Alors dans des dossiers qui sont extrêmement complexes, puisqu'ils n'étaient pas poursuivis seuls, il y avait plusieurs personnes, enfin certainement une dizaine de prévenus entre le responsable du chantier, les sous-traitants, le fabricant de la machine. Et ce sont des drames humains qui mènent à des situations encore pires, effectivement, devant les tribunaux. Et à ce moment-là, c'est qui s'est porté parce que donc ce monsieur, c'était d'un point de vue de la défense. Et en réalité, c'est l'auditeur du travail qui poursuit. Donc c'est le ministère public qui estime que dans un cas comme celui-là, il faut poursuivre et il poursuit, disons, toutes les personnes qui sont potentiellement donc ce n'est pas la famille Vous n'avez pas besoin d'avoir une constitution de partie civile. Donc même sans victime, même sans plaignant, en réalité, l'auditeur peut poursuivre et il le fait presque systématiquement lorsqu'il y a un accident mortel. Ok, merci. Alors, lorsqu'un membre du personnel lance une alerte sur un problème grave au sein de l'entreprise, par exemple harcèlement ou climat toxique ou dysfonctionnement aussi des équipes, et que l'employeur n'agit pas ou ne mène pas d'enquête sérieuse, que prévoit concrètement la législation belge? Alors, c'est une excellente question parce qu'en réalité, il y a donc autant il y a une infraction en cas d'harcèlement, autant pour le moment il n'y a pas de réelle sanction, en tout cas à l'égard des travailleurs en cas de non mise en place de ce type de politique. Donc il peut y avoir des amendes pénales ou des amendes administratives de la part du SPF, donc de l'inspection sociale, mais on n'a pas encore prévu de sanctions à l'égard des travailleurs. Ceci étant, il y a certaines décisions de justice qui considèrent que le fait de ne pas avoir mis en place ce type de politique permet aux travailleurs d'invoquer une forme de rupture implicite de son contrat de travail, donc réclamer une indemnité, l'équivalent d'une indemnité conservatoire de préavis. Bon, vu le nombre d'employeurs qui n'ont pas d'analyse des risques, si ça devait faire jurisprudence, ce serait un peu particulier, puisque beaucoup de travailleurs pourraient invoquer cette rupture dans le cadre de ce qu'on appelle une résolution judiciaire, mais ça peut arriver dans certains cas qu'un travailleur puisse finalement obtenir son licenciement avec indemnité en l'absence de politique de bien-être. Oui, parce que de plus en plus, il y en a qui osent dénoncer, mais très vite ça se poursuit avec des C4, parfois ça va aux tribunaux même.
et de voir un acharnement des deux côtés. Et donc l'issue, qu'est-ce qu'il en était. Donc je vous remercie en tout cas pour la clarté de cette question. Alors, du coup, selon vous, quelles sont les innovations ou évolutions législatives qui pourraient renforcer la place du bien-être au travail en Belgique dans les années qui arrivent, sachant certaines rumeurs que le gouvernement actuel souhaite mettre en place notamment une amende de 15 000 € à partir de janvier 2026. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une réelle mesure qu'ils comptent mettre en place, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils vont proposer? Et vous, d'un point de vue en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous conseilleriez? La première chose, c'est qu'effectivement le gouvernement a une volonté de simplification, disons, du système de protection de la santé des travailleurs, ce qui, à mon sens, est une bonne chose. Personnellement, pour avoir beaucoup de dossiers dans la matière, j'ai l'impression que les travailleurs eux-mêmes sont en fait tout à fait perdus du fait de la complexité de la matière, et une législation qui n'est pas appropriée par ceux qui sont protégés par ces législations n'est, à mon sens, pas un point positif. Donc je pense qu'on va aller vers une simplification, et que si elle est bien faite, c'est à mon avis, une bonne politique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, moi je pense sincèrement que, comme on l'a fait d'ailleurs dans le code judiciaire, on aurait réellement intérêt à mettre en place plus de mécanismes de médiation, au risque de me répéter, dans ce type de conflit, parce qu'en réalité, on aboutit à des solutions bien plus efficaces et positives, et surtout qui suscitent l'adhésion des deux parties, que d'avoir des systèmes très unilatéraux dans lesquels le médecin du travail va décider d'un changement d'affectation qui va être en quelque sorte mal vécu par l'employeur. Moi aussi, je suis profondément convaincue que c'est les médiations et les supervisions qui permettront de trouver une issue favorable pour les deux, et pas l'inverse, pas vraiment être envenimer le conflit et monter crescendo. Et donc, quels sont les conseils que vous pourriez donner tant aux employeurs que aux employés pour améliorer le bien-être au travail? Alors, je vais pas tomber dans dans le simplisme, mais mon conseil aux employeurs, c'est: soyez toujours extrêmement respectueux des travailleurs, puisque rétrospectivement, parfois, quelques mots mal choisis peuvent amener à des procédures et des conflits qui durent des années. Et je pense que beaucoup, finalement, se disent qu'ils auraient pu changer le cours de la situation en raison en s'abstenant de quelques mots ou quelques phrases. Je crois qu'il y a vraiment un besoin légitime dans le chef des travailleurs d'une reconnaissance dans leur travail, et que en accordant cette reconnaissance, on évite beaucoup de difficultés. Et beaucoup de conflits naissent de quelques mots mal choisis et d'un sentiment de ne pas être reconnu dans ce qu'on apporte. Fatalement, si on regarde juridiquement le contrat de travail, c'est une transaction entre quelqu'un qui apporte de l'argent par rapport à quelqu'un qui fournit du travail. Mais dans notre société, évidemment, le travailleur n'est pas que celui qui fournit une force de travail. Et c'est peut-être un peu bateau de le dire, mais je pense que le simple fait de respecter des travailleurs fait qu'on évite énormément de problèmes en matière. Juste de dire merci, le nombre d'employés qui me disent « Mais Nesrine, mon manager me dit même pas merci. Qui voit que je fais même des choses, je prends des initiatives, j'anticipe certaines choses et j'ai même pas droit à un merci. » Et ça, malheureusement, je ne sais pas comment on pourrait faire pour que les employeurs, les managers puissent en prendre encore plus conscience, que des fois, voilà, c'est juste un merci, un bonjour, un regard, un sourire, et ça pourrait éviter bien des problèmes. Et sur ce sujet-là, moi, je vous rejoins tout à fait à 100%. Malheureusement, espérons que avec le temps, ils prendront conscience. Est-ce qu'il y aurait une phrase ou un mot-clé que vous souhaitez communiquer à nos auditeurs? Vous êtes dur avec moi, là, de poser cette question en fin d'émission. Si vous me permettez, je vais juste utiliser celui de respect. Je crois qu'effectivement, il suffit de peu de choses pour simplement réussir à trouver un cadre dans lequel les travailleurs se sentent bien. En réalité, on constate que, au final, on est face à des questions très personnelles, très humaines en fait. On se retrouve avec des conflits tout simplement entre deux personnes qui ont besoin des deux côtés d'avoir une forme de reconnaissance. Et il est parfois assez triste de voir qu'un conflit peut ensuite durer 10 ans devant une cour du travail, et par ailleurs va se traduire
par les arguments juridiques, alors qu'en réalité, je pense que personne ne vit sa vie sur la base d'arguments juridiques. On la vit en fonction de règles et de valeurs, en fait. Et Exactement. c'est vrai que c'est aussi souvent le fait d'être en contradiction avec les valeurs de sa société, donc le fait de voir son manager ne pas respecter les valeurs qui sont essentielles à la société, qui fait que les travailleurs se sentent négligés et ensuite, j'allais dire vont voir un avocat, mais en tout cas, vont parfois privilégier la voie judiciaire, qui est évidemment là pour garantir la protection des travailleurs, mais qui pour moi doit être que la dernière solution, là où il y en a beaucoup d'autres dans le dialogue. Oui, notamment comme vous avez cité à plusieurs reprises, la médiation, la supervision. Il y a moyen de communiquer avant d'en arriver aux extrêmes et Tout à fait. ça se termine de manière négative. Tout à fait. Et je pense pas que un procès, tant pour l'employeur que pour l'employé, ne laisse pas de traces. Je pense que ça laisse quand même des séquelles à vie et que l'employé, même s'il va ailleurs travailler, il y aura toujours cette petite cicatrice qui sera toujours là et qui va mal le vivre même ailleurs. Et parfois, j'entends même que des personnes transportent avec eux leur cicatrice ailleurs. Et des fois, ils reproduisent même le même schéma. À ce moment-là, moi, je vous invite à réfléchir. C'est peut-être vous le dénominateur commun et de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je peux changer? Quel travail je peux faire sur moi aussi pour éviter d'à chaque fois créer ce même schéma dans mes autres emplois, bien évidemment. Tout à fait. Je m'en voudrais de ne parler que de la médiation, puisqu'il y a également un système qui fonctionne assez bien, qui est moins coûteux et assez rapide, qui s'appelle la conciliation judiciaire. Donc en réalité, les tribunaux ne sont pas là que pour condamner, ils sont là aussi pour permettre aux parties de trouver une solution, un peu comme ce tiers qu'est le médiateur, mais avec l'avantage de ne pas devoir payer le magistrat, puisqu'il est payé par la société, et d'avoir les solutions qui peuvent être directement actées par un tribunal. Donc c'est une autre piste qui fonctionne assez bien. Ok. Et par conséquent, ça me fait penser aussi, par exemple, le CESI, Cohesio, etc. Oui. Ce sont tous des structures. Conseil en prévention, oui. Conseil en prévention et donc médecine du travail, etc. Là, qu'est-ce qu'il en est en fait? C'est les employeurs c'est les employeurs qui les engagent. Ou est-ce que c'est l'État? Qu'est-ce qu'il en est? Du coup, est-ce que en termes d'impartialité, est-ce qu'ils sont justes? Parce que parfois, même les employeurs, j'entends qu'ils se sentent lésés par rapport à ces structures. Mais quand on entend les employés, ils ont aussi cette impression d'être lésés, que ces structures-là vont plus suivre leurs employeurs que leurs intérêts à eux en tant qu'employés. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport? C'est effectivement un des gros problèmes du système, c'est que les employeurs ont l'obligation d'avoir un conseil en prévention spécialisé en matière psychosociale dans ce cas-ci. Et ce conseil en prévention est donc, bon, même si l'employeur choisit celui qu'il souhaite engager, et donc l'employeur peut même changer en réalité s'il estime que les avis sont trop critiques, par exemple. Ça peut arriver. Et donc, on est face à une situation où effectivement, les travailleurs ont souvent le sentiment que le rapport remis par le conseil en prévention spécialisé en matière psychosociale est en réalité partial. Et c'est vrai que malheureusement, le fait d'avoir un tiers pas considéré comme impartial, je ne dis pas qu'ils le sont nécessairement, hein, j'ai beaucoup de respect pour le conseil en prévention, mais ce simple sentiment de partialité complique la situation, parce que chacun le vit alors comme étant potentiellement injuste. Exactement. Est-ce que vous avez des exemples? Plein, malheureusement. Un exemple avant de clôturer l'émission? Un exemple de conseil en prévention qui aboutit à plus de conflits. Franchement, je n'ai presque jamais vu qu'une situation allait s'apaiser par un rapport du conseil en prévention. Donc, formellement, lorsqu'un travailleur fait une demande d'intervention psychosociale formelle, il y a un rapport remis par le conseil en prévention. Et effectivement, presque chaque rapport qui conclut, on l'a vu, à 95% à l'absence d'harcèlement, il est rare d'avoir un rapport qui conclut à l'existence de faits d'harcèlement, est vécu comme effectivement une forme de deuxième, une forme de victimisation secondaire en quelque sorte. En fait, le travailleur s'estime déjà dans une situation difficile, hein, dénoncer un membre de sa hiérarchie, c'est difficile, et puis il reçoit un rapport qui lui dit que c'est un hyper-conflit et que il peut procéder à des mesures extrêmement légères. C'est pas bien vécu. Et c'est vrai que c'est un des problèmes fondamentaux de l'organisation actuelle.
Ok, merci beaucoup en tout cas Je vous en pour votre prie. réponse. Merci pour votre participation d'aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées en message privé et par mail. Je vous dis à bientôt pour le 2e épisode qui sera toujours dans le cadre du bien-être au travail. Si vous avez d'autres questions ou d'autres thématiques que vous souhaitez que nous traitions, n'hésitez pas à nous envoyer via nos réseaux sociaux, via le site web et par mail vos questions, vos idées de thématiques, etc. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine.